Bonjour. On a vu le chapitre la tuberculose. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre de l'asthme. Donc, l'asthme bronchique. Nos objectifs: définir un asthme bronchique, connaître la physiopathologie de l'asthme, établir un diagnostic positif, reconnaître les diagnostics différentiels, évaluer le contrôle de l'asthme et connaître les principes de la prise en charge. Voici le plan de la question. C'est quoi l'asthme bronchique? C'est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes. Elle a deux origines, allergiques et non allergiques, caractérisée par une obstruction bronchique réversible, soit spontanément, sans traitement, ou sous traitement, avec une hyperactivité bronchique qui entraîne des épisodes récurrents de respiration sifflante, de dyspnée, d'oppression thoracique et ou de toux, particulièrement la nuit ou au petit matin. L'intérêt de la question: c'est un motif fréquent de consultation. Le diagnostic et les cliniques plus ou moins exploration fonctionnelle respiratoire. Intérêt du traitement, prise en charge globale. Le pronostic: c'est une maladie souvent bénigne mais parfois fatale en cas d'exacerbation. C'est-à-dire aggravation des symptômes, aggravation passagère des symptômes d'une maladie. La physiopathologie, donc, il y a 4 éléments. Premièrement, l'inflammation. Donc, il y a immunologique et allergique IgE dépendant. C'est un mécanisme immunologique et allergique. Immunologique non IgE dépendant. Donc, au début, on peut avoir un mécanisme immunologique IgE dépendant, c'est-à-dire l'intervention des IgE sécrétés par les plasmocytes, ou immunologique non IgE dépendant. Et un mécanisme non immunologique par l'intervention du système nerveux autonome. Deuxième élément, c'est le bronchospasme. Donc, c'est un œdème de la paroi. Le bronchospasme est dû à un œdème de la paroi avec les sécrétions endoluminales et la contraction du muscle lisse bronchique. Troisième élément, c'est l'hyperréactivité bronchique. La capacité de la bronche de se contracter d'une manière inadaptée et exagérée en réponse à des stimuli dont la nature est variable: allergène, froid, exercice. Et dernièrement, on a le contrôle neurologique sur les récepteurs du muscle lisse bronchique. Donc le muscle lisse bronchique, qui dit lisse, dit un contrôle involontaire. Le muscle strié, contrôle volontaire. Donc il y a intervention du système cholinergique, du système nerveux autonome par le biais des récepteurs M3, le système adrénergique par le biais des récepteurs bêta-2 et le système non adrénergique par les fibres C et neuropeptides. Voilà un schéma qui va illustrer la physiopathologie. Donc ici, on a un poumon normal et ici, on a un poumon asthmatique. Donc, on commence toujours par le normal. Donc, les bronches, au niveau des bronches, on voit bien ici que la lumière est ouverte. Donc, elle est perméable à l'air. Donc, les bronches sont constituées, on a dit, par un muscle lisse, contrôle involontaire, et une muqueuse. Voilà. Dans le deuxième cas, en cas d'asthme, on a le muscle lisse qui va se contracter. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, on a une inflammation de la muqueuse qui va s'épaissir. Donc, un épaississement de la muqueuse. Et le troisième élément qui va aggraver les choses, c'est l'hypersécrétion. Inflammation, il y a des glandes au niveau de la muqueuse qui vont augmenter la production de la sécrétion du mucus. Donc, on a une hypersécrétion.
Tout ça va contribuer à l'obstruction de la branche. La lumière devient étroite, ce qui va entraîner une difficulté de passage de l'air. Et ça va se traduire par des symptômes, la toux, l'essoufflement, respiration sifflante, l'oppression et les sécrétions. Les facteurs déclenchants, c'est les allergènes, comme les pneumallergènes, poussière de maison, acariens, blattes, fanères et déjections animaux, surtout l'épithélium de chat, les pollens et les moisissures. On a les allergènes digestifs, on a les allergènes professionnels. Deuxième facteur, c'est les médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les bêta-bloquants, les IEC, etc. Les infections, les bronchites et les rhinites, c'est la cause la plus fréquente. La pollution atmosphérique, les aérosols, les fumées, les brouillards, tabac, l'air froid et sec et les efforts. Les facteurs aggravants, c'est les facteurs endocriniens, puberté, ménopause. Il y a le reflux gastro-œsophagien. Dans ce cas, il y a inhalation de microparticules d'acide. Il y a du contenu acide qui va passer dans les bronches. Troisièmement, les vascularites et les facteurs psychiques, c'est-à-dire les émotions et les contrariétés. Le diagnostic positif, il est facile. Sinon, interrogatoire, chercher une atopie personnelle et familiale. Atopie, c'est-à-dire une prédisposition génétique aux allergies. Donc, les signes cliniques évocateurs, c'est la toux, sèche, isolée ou productive. L'oppression, surtout au repos, la dyspnée d'effort et sifflement récidivant. Les symptômes sont paroxystiques, le plus souvent nocturnes, c'est-à-dire pendant la nuit. Équivalent d'asthme, c'est les toux spasmodiques, bronchite à répétition peu sensible aux antibiotiques, intolérance aux variations d'environnement, à l'exercice physique, au rire. Ça, c'est les équivalents d'asthme. L'examen clinique, le thorax est distendu, sonore à la percussion et des sibilants à l'auscultation. Le débit expiratoire de pointe mesuré au peak forward, c'est un appareil pour mesurer la vitesse maximale du souffle lors d'une expiration. Il est utilisé dans le contrôle aussi, surtout dans le contrôle de l'asthme. Surtout, l'examen recherche des signes de gravité. À noter que l'examen clinique normal en dehors des crises. Donc, en dehors des crises, on ne trouve rien. L'examen clinique est normal. Les examens complémentaires, on a la spirométrie, plus test de réversibilité ou test d'HRD, ou rarement test de provocation. Diagnostic différentiel, on a les cardiopathies gauche, le bronchopneumopathie chronique obstructive, dilatation des bronches, corps étranger, tumeur bronchique, tout ça doit être éliminé. Donc, la notion de contrôle, on a soit la maladie est contrôlée, soit elle est partiellement contrôlée, soit elle n'est pas contrôlée. Donc, on a 6 éléments. Les symptômes diurnes, limitation des activités, symptômes nocturnes, besoin bronchodilatateur, débit expiratoire de pointe et exacerbation. Si on peut dire que la maladie est contrôlée si toutes les caractéristiques sont présentes. C'est-à-dire, maximum 2 fois par semaine, symptômes diurnes, pas de limitation des activités, pas de symptômes nocturnes, besoin de bronchodilateur maximum 2 fois par semaine, débit expiratoire de pointe normal et pas d'exacerbation. On parle de contrôle partiel s'il y a 1 ou 2 caractéristiques non contrôlées. Si 3 caractéristiques, la maladie elle est non contrôlée. Donc, les symptômes diurnes 2 fois par semaine, supérieurs à 2 fois par semaine, il y a au moins une seule limitation des activités, au moins un symptôme nocturne, besoin de bronchodilatateur plus de 2 fois par semaine,
DEP inférieur à 80%, les exacerbations, une ou plusieurs par an, partiellement contrôlées, donc exacerbation, une ou plusieurs par an. Ça, c'est la notion de contrôle. La prise en charge, l'objectif, c'est avoir le contrôle. Donc, l'objectif, c'est ça, maladie contrôlée. Donc, les moyens, on a beaucoup de moyens. On a les bronchodilatateurs, on a les corticoïdes inhalés et anti-leucotriènes. Association bronchodilatateur avec des corticoïdes inhalés, association des deux, et l'immunothérapie spécifique. Il y a d'autres traitements, comme traitement de la rhinite, traitement des facteurs déclenchants, éducation thérapeutique et suivi régulier en fonction du contrôle. Voilà, je vais vous résumer ce tableau. Donc, on a le niveau de contrôle. Par le niveau de contrôle, si la maladie est contrôlée, il faut maintenir et rechercher le palier le plus bas. C'est ça l'objectif, si la maladie est contrôlée. Si la maladie n'est pas contrôlée, donc on augmente toujours. Donc, s'il y a un contrôle partiel, considérez un palier supérieur pour atteindre le contrôle. Si la maladie est non contrôlée, il faut augmenter le palier pour atteindre le contrôle. S'il y a une aggravation, il faut traiter comme une exacerbation. Donc, quels sont les paliers du traitement? Voilà, il y a 5 paliers. Dans tous les paliers, il y a une indication de l'asthme, contrôle de l'environnement, c'est-à-dire éviter les poussières, etc. Donc, dans tous les cas aussi, il y a les bronchodilatateurs à la demande. Dans le palier 1, il n'y a pas d'autres options. Il n'y a que les bronchodilatateurs et l'éducation de l'asthme. Dans le palier 2, on commence par, en plus de bronchodilatateurs, c'est les corticoïdes inhalés à faible dose. Il y a une autre option, c'est les anti-leucotriènes. Dans le palier 3, l'option, c'est les corticoïdes à faible dose plus les bronchodilatateurs de longue durée d'action. Il y a d'autres options comme les corticoïdes inhalés moyenne ou forte dose, corticoïdes inhalés faible dose plus antileucotriène et corticoïdes faible dose plus théophiline. Palier 4, corticoïdes inhalés de moyenne ou forte dose plus les bronchodilatateurs longue durée. Il y a d'autres options comme les antileucotriènes et théophiline. Le palier 5 peut ajouter un ou les deux, c'est-à-dire les corticoïdes oraux à dose plus faible et traitement anti-IgE. C'est ça, de manière générale, la prise en charge. Donc, la conclusion, donc l'asthme bronchique est une maladie multifactorielle, donc intervention de plusieurs facteurs. Elle peut être allergique et non allergique, donc elle a deux origines, allergique et non allergique. Ce diagnostic est essentiellement clinique. Sa prise en charge est basée sur la notion de contrôle. En plus du traitement médical du fond, d'autres mesures sont nécessaires pour contrôler un asthme. L'éducation sanitaire est la pierre angulaire dans la prise en charge globale. Merci de votre attention.